Combien sommes-nous en Guyane? Cette question, pour ne pas dire cette dispute, fait régulièrement la une de l'actualité. D'un côté, les chiffres de l'INSEE, de l'autre, les observations des élus, maires, parlementaires, CTG qui contestent les résultats et les méthodes de recensement de la population. Selon l'INSEE, au 1er janvier de cette année, nous serions en Guyane un peu plus de 292 000 habitants, avec l'an dernier un ralentissement de la croissance démographique, une dynamique déconnectée de la réalité selon les élus, compte tenu, disent-ils, surtout de l'augmentation des besoins en services publics, construction d'écoles, ramassage des déchets, consommation en eau et en électricité, ce qui entraîne d'après eux un surcoût sur le budget des collectivités, car rappelons-le, les dotations de fonctionnement des communes sont calculées au prorata de la population recensée par l'INSEE. Alors d'où vient le problème? La méthode de recensement est-elle adaptée aux réalités guyanaises? Pour en parler, le directeur interrégional de l'INSEE Antilles-Guyane est avec nous ce matin. Bonjour Jean-Baptiste Herbé. Bonjour, merci pour cette invitation. Et merci beaucoup d'être avec nous. Bienvenue sur Radio Pays. Vous êtes en Guyane en ce moment et votre direction est basée en Guadeloupe. J'aimerais déjà qu'on commence finalement pour connaître votre position, Jean-Baptiste Herbé, sur ce que disent et ce que répètent les élus, mais aussi une partie de la population, parce que voilà, le fait de dire la population guyanaise est sous-estimée, c'est quelque chose qu'on entend tout le temps, partout et dans tous les milieux. Est-ce que vous comprenez ces doutes? Comment est-ce que vous accueillez, voilà, de manière générale, ces critiques qui sont faites sur l'INSEE? Alors oui, ce sont des critiques récurrentes qui existent depuis longtemps sur la Guyane. On les entend, ces critiques, mais c'est vrai qu'elles nous font parfois mal, parce que les agents recenseurs, les agents qui sont d'ailleurs des agents recrutés par les mairies, les superviseurs qui supervisent le recensement et qui sont des agents de l'INSEE, font un bon travail et ils se sentent un peu attaqués dans la qualité de ce travail. Mais du coup, d'après vous, ce décalage entre vos chiffres et les impressions, les observations que remontent les élus, d'après vous, ça vient d'où? Alors, c'est pas forcément facile à définir. Ouais. Le recensement compte les personnes qui sont présentes la majorité du temps sur le territoire français, la majorité de l'année. Quelle que soit leur situation sur le territoire, qu'ils soient en situation légale ou illégale. On leur demande évidemment pas. Oui, vous faites bien de le dire, parce que c'est vrai que quand on parle de population légale, parfois il peut y avoir des confusions sur le fait de dire non mais en fait vous ne comptez que les personnes qui sont en situation régulière. C'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, et c'est d'ailleurs l'INSEE en général a changé le terme à la demande notamment de la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et de la Réunion Mayotte. Et maintenant on parle de population de référence. D'accord. Donc ce sont toutes les personnes qui habitent sur le territoire, quelle que soit leur situation, quel que soit leur type de logement sur le territoire. Alors la différence qui est ressentie par les élus politiques peut provenir de plusieurs raisons. Tout d'abord, on voit beaucoup plus facilement les gens qui arrivent. Les gens qui arrivent s'adressent tout de suite à la mairie, au rectorat pour avoir une place à l'école, vont parfois en maternité, donc pèsent évidemment sur les services publics. On voit moins ceux qui partent, puisque par définition, ils ne signalent pas leur départ. Et du coup, on a probablement un biais cognitif entre les personnes sur le flux migratoire de la Guyane. Nous, on estime qu'il y a un flux migratoire négatif, c'est-à-dire qu'il y a plus de personnes qui partent de Guyane que de personnes qui arrivent en Guyane. Et de fait, la plupart des jeunes, notamment à partir de 18-20 ans, s'ils veulent continuer leurs études ou trouver un emploi, beaucoup repartent en métropole pour trouver cet emploi. Donc ça veut dire, pour expliquer la situation en termes de démographie actuelle en Guyane, l'augmentation de la population vient surtout de la natalité et pas du flux migratoire? Exactement. Il y a un excédent naturel, qui est la différence entre la natalité et la mortalité, où il y a évidemment beaucoup plus de naissances en Guyane que de décès. Ça n'est pas le cas en Guadeloupe et en Martinique, où il y a un solde qui est à peu près nul. Il y a peu de décès en Guyane, juste parce que la structure de la population fait qu'il n'y a pas beaucoup de personnes âgées. En revanche, il y a une natalité qui est importante,
en Guyane. C'est, après Mayotte, la région française qui a le plus fort taux de natalité en France. D'ailleurs, puisque vous parlez de Mayotte, la Martinique, la Guadeloupe, et pour dézoomer un petit peu, finalement, est-ce que ces conflits-là entre l'INSEE et les élus, c'est quelque chose qu'on voit aussi ailleurs, aux Antilles ou même dans l'Hexagone, Jean-Baptiste Herbé? Alors c'est quelque chose qu'on voit ailleurs. On l'a pas mal vu récemment à Mayotte, où le dernier cyclone n'a pas permis de faire la dernière enquête de recensement qui devait clore le recensement en nouvelle formule sur 5 ans, et où les élus, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur ont demandé à avoir un recensement à l'ancienne mode, un recensement exhaustif à Mayotte, qui va être fait effectivement dans les années à venir. On a aussi quelques contestations moins importantes en Martinique, notamment, où quelques élus, mais aussi des journalistes, ont du mal avec le déclin démographique qui est à l'œuvre en Martinique et qui se voit tous les jours. La Martinique perd chaque année beaucoup d'habitants. Alors, on va prendre les choses dans l'ordre, et vous avez commencé un petit peu à le dire, mais je pense que c'est important de revenir sur ce point. C'est quoi une personne qui vit en Guyane, Jean-Baptiste Herbé? Il faut réunir quels critères finalement pour être comptabilisé par les agents qui viennent nous voir? Il faut être présent plus de la moitié du temps, plus de la moitié de l'année sur le territoire. C'est la seule condition. Oui, c'est la seule condition. Je vous pose cette question parce que l'exemple qui revient tout le temps, et là je pense par exemple à la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni, la mairie, notamment Sophie Charles, n'arrête pas de dire finalement qu'entre ce que la commune ressent et les chiffres officiels, il y a une différence qui est assez considérable. Ça vient d'où? Alors cette différence considérable, pour Saint-Laurent-du-Maroni, et pour d'autres communes de Guyane, je voudrais aussi rassurer les auditeurs sur le fait qu'on recense toutes les personnes, notamment dans les zones d'habitat spontané. On va dans ces zones-là, ce sont des agents de la mairie qui vont accompagner lorsqu'ils le demandent par quelqu'un de l'INSEE, lorsqu'ils estiment que la situation est un peu compliquée. Par exemple, Trou-Cochon a été recensé en 2024. Donc on va dans ces quartiers-là. D'où vient ce que je pense être un sentiment de Madame la maire? Je pense que ça provient notamment de la proximité du Suriname, avec, il paraît qu'il y a à peu près 1 millier de pirogues qui traversent le fleuve tous les jours. Ce ne sont pas mes chiffres, mais donc un flux certainement arrivant de Surinamais important, soit pour scolariser leurs enfants, soit pour travailler à Saint-Laurent-du-Maroni. Ces personnes-là ne sont pas recensées à Saint-Laurent, ils habitent au Suriname. En revanche, ils viennent peser sur les infrastructures de Saint-Laurent, ils viennent peser éventuellement sur la criminalité, ils viennent peser sur les hôpitaux, sur l'ensemble des infrastructures publiques de Saint-Laurent-du-Maroni. Donc ça accroît la pression démographique, un sentiment de pression démographique. Pareil, Saint-Laurent est une ville-centre qui attire probablement des travailleurs de Mana, une commune de 10 000 habitants, Mana, où il y a beaucoup moins d'emplois qu'à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc un certain nombre de personnes viennent de Mana. Les personnes viennent d'Apatou aussi, certainement, peut-être pas forcément pour travailler tous les jours, mais pour faire leurs courses, pour avoir des loisirs, pour venir à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc tout ça accroît la population ressentie, la population qu'il faut gérer, que Madame la maire doit gérer sur son territoire. Oui, parce qu'à la fin, finalement, ça reste quand même la mairie qui doit bien s'en occuper. C'est la mairie qui doit s'en occuper. Oui. Mais ce n'est pas une population que l'on peut décompter au sens du recensement. Alors, et on s'en souvient, il y a 3 ans, Gabriel Serville avait demandé à la CNERP, donc la Commission nationale d'évaluation du recensement de la population, de faire un travail sur la question pour voir s'il y avait justement besoin de réviser ou non les méthodes de recensement. Les points de crispation, il y en avait surtout 2. Vous avez commencé à en parler, mais on va revenir là-dessus. Mieux prendre en compte les zones d'habitat informel et les flux migratoires. J'aimerais bien avoir votre position sur ces 2 points-là. Finalement, est-ce que vos méthodes sont adaptées aux zones d'habitat informel et aux flux migratoires, Jean-Baptiste Herbé?
Merci de cette question. C'était effectivement mon premier dossier en arrivant ici, cette saisine de la CNERP. Je m'en souviens très bien. On va peut-être rappeler la CNERP, c'est quoi exactement? Commission nationale de l'évaluation, du recensement de la population. Et qui est là pour... c'est un peu l'arbitre des élégances en la matière de recensement. Exactement. C'est lui qui recueille les doléances des maires notamment, les examine et après en fait état à l'INSEE ou répond aux maires qu'il n'y a pas d'enjeu. Donc là-dessus, la CNERP nous a saisis et nous avons ajusté le protocole de recensement suite à ces saisines. Nous recensons de façon exhaustive nous recensons de façon exhaustive l'ensemble du territoire. Alors je vais m'expliquer. C'est-à-dire qu'un recensement nouvelle formule se passe en 5 ans. Donc tous les ans, on recense 1/5 du territoire. Le recensement se passe en 2 phases. Il y a une première phase qui est une enquête cartographique. Donc on va voir tous les logements d'1/5 du territoire. On fait valider cette enquête cartographique par les mairies. Il y a un responsable en mairie qui nous dit oui, vous avez bien compté, ou attention, vous avez oublié tel immeuble, attention, il y a eu telle construction à tel endroit. Donc du coup, on ajuste notre recensement, notre enquête cartographique. Et après, en janvier et février, il y a le recensement effectif, où là, on envoie des agents recenseurs recrutés par les mairies dans les maisons qui ont été identifiées par sa première enquête cartographique. Donc ça, c'est le fonctionnement global. Ensuite, je dis on fait ça en 5 ans, c'est-à-dire que pour les petites communes, c'est-à-dire les communes de moins de 10 000 habitants, on les enquête de façon exhaustive tous les 5 ans. Donc on enquête 1 sur 5 chaque année. Pour les grandes communes, on divise le territoire en 5 groupes de rotation, on appelle ça des groupes de rotation, et on enquête un de ces groupes de rotation. Et sur ce groupe de rotation-là, on enquête 40% de la population, des 40% des logements de ce groupe de rotation qui ont été identifiés par l'enquête cartographique. Donc chaque année, on recense 8% des grandes communes et 20% des petites communes. Et vous n'allez pas toquer à la porte de tous les foyers finalement en comptant chaque année la population parce que ce serait trop important. Ce serait trop important. C'est déjà une grosse charge pour les communes. Il faut recruter beaucoup d'agents recenseurs, il faut les former. Il faut les coacher, il faut les suivre, il faut s'assurer qu'ils font bien leur travail. Et ils font bien leur travail, mais c'est un gros travail, c'est un engagement important de la part des communes que je remercie de nous aider. Et ça se passe très bien avec les agents techniques des communes qui nous secondent. On a une très bonne relation. Donc ça, c'est la nouvelle formule de recensement qui est en vigueur depuis 2004, c'est bien ça? Tout à fait, oui. Suite à cette saisie de la CNERP, sur quel point finalement vous avez dû vous réajuster, Jean-Baptiste Fernier? Suite à cette saisie de la CNERP, on a voulu améliorer la précision du recensement dans les zones d'habitat spontané. D'accord. Donc dans ces zones-là, on considère 2 types de zones d'habitat spontané. Celles qui sont, je vais dire pavillonnaires, mais ce n'est pas le bon terme, mais où on peut identifier sans difficulté, par l'enquête cartographique ou par des images satellites, les différentes maisons qui sont délimitées, qui ont éventuellement un terrain autour. Donc là, il n'y a pas de souci. C'est des maisons comme dans une zone pavillonnaire. Et les zones d'habitat spontané, où là, c'est une espèce d'immense toit, comme j'avais vu à Montbaduel quand j'étais venu il y a 2 ans. Oui, là, pour le coup, depuis le ciel, c'est difficile de savoir exactement combien de personnes sont à l'intérieur. Voilà. Donc ces zones-là, on les considère comme des grandes adresses, c'est-à-dire qu'on considère qu'on a une adresse avec plein de logements à l'intérieur. Logements, voilà. Je ne sais pas si c'est le bon qualificatif, mais plein de logements à l'intérieur, et on enquête l'ensemble des logements de ces grandes adresses-là. Alors que quand c'est plutôt pavillonnaire, on enquête 4 sur 10 lorsqu'ils font partie du groupe de rotation qui a enquêté l'année. Mais la conséquence finalement de tout ça, c'est que malgré ces petits réajustements, sur le nombre total de personnes que vous comptez, il n'y a pas de grande différence par rapport à vos chiffres d'il y a quelques années. Nous avions prévenu que cette méthode-là permettrait d'être plus précis sur ces zones-là, mais vraisemblablement ne permettrait pas de compter plus de monde. Oui.
Un des arguments qui revient tout le temps, j'en parlais en introduction, c'est le fait aussi de croiser les données. Donc pour résumer, est-ce que vos chiffres sont en adéquation avec la consommation en eau, en électricité, la production de déchets ou même le nombre d'enfants déscolarisés? L'INSEE a publié un long article l'an dernier, le dynamisme démographique de la Guyane est-il sous-estimé? Vous abordez justement ce point-là sur toutes les autres sources d'informations qui existent. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, Jean-Baptiste Herbé, c'est au final la pertinence, on va dire, de tous les chiffres, pas que les vôtres qu'on donne sur la Guyane. Je prends un exemple concret sur le nombre d'enfants déscolarisés. Pendant longtemps, on disait en Guyane qu'il y en avait 10 000 et puis en fait beaucoup moins. Enfin, il y avait une espèce de flou qui entourait ce sujet-là. Et en fait, le message que ça renvoie, c'est qu'on peut jamais vraiment faire confiance aux chiffres qu'on nous donne et qui concernent la Guyane. Est-ce qu'en fait, ce qui se passe avec l'INSEE et le recensement, c'est pas aussi quelque chose qui touche à ça, qui a à voir à ça avec la confiance en fait au final qu'on donne à l'INSEE, qu'on accorde à l'INSEE? Oui, probablement. Ça a à voir avec le fait que quand on n'est pas d'accord avec le thermomètre, on a tendance à vouloir casser le thermomètre. Ensuite, la méthode du recensement n'est pas de recueillir des chiffres, des données administratives. Le problème des fichiers administratifs, c'est qu'on voit bien les gens qui rentrent, parce qu'ils ont besoin d'une place à l'école, parce qu'ils ont besoin d'être inscrits à la sécurité sociale. On voit beaucoup moins les gens qui partent, parce qu'ils ne préviennent pas toujours quand ils partent. Ils préviennent encore moins les services municipaux. Nous, au recensement, on avait en 2020 dénombré 36 000 enfants en âge d'être scolarisés, entre 6 et 11 ans. Le rectorat nous avait donné ces chiffres pour cette même année. Ils étaient à 29 000 enfants. Oui, il peut y avoir des enfants qui ne sont pas scolarisés, notamment probablement ceux qui sont dans des zones d'habitat spontané. Mais les chiffres du rectorat ne nous permettent pas de nous dire qu'on se trompe sur les données du recensement, par exemple. Et du coup, c'est quoi les autres indicateurs, les indicateurs les plus pertinents finalement à prendre en compte pour les croiser avec vos chiffres à vous? On a aussi regardé le nombre de cartes SIM détenues par des habitants. On est à 1,33 cartes SIM en Guyane par habitant. Si on se limite à la population qui est sur la Guyane littorale, parce qu'on estime que la Guyane de l'intérieur, les gens n'ont pas de carte SIM, donc ça modifie le ratio. En Martinique et en Guadeloupe, on est à 1,36, 1,42. On a des taux de possession de carte SIM qui sont cohérents avec les populations comparables. On a regardé aussi dans le domaine de la santé. Il y avait en 2022 261 000 personnes qui sont couvertes par l'assurance maladie. Parmi ces 260 000, il y a à peu près 41 000 bénéficiaires de l'AME, qui sont principalement les personnes en situation irrégulière. Bon, ben voilà, c'est-à-dire qu'il y a 12% de personnes qui, d'après nos chiffres, ne sont pas couverts par la Sécu ou par l'AME. Vous me parliez aussi du nombre de décès, c'est un indicateur intéressant. Le nombre de décès, on a aussi regardé le nombre de décès, alors qui est faible en Guyane, donc il a fallu que l'on ajuste ce nombre de décès en fonction de la pyramide des âges, évidemment, avec des taux de décès par âge, et le nombre de décès est cohérent avec la pyramide des âges. Pour atteindre, si la Guyane devait avoir 450 000 habitants, il faudrait avoir des taux de décès par âge équivalents à ceux de Neuilly ou ceux des Hauts-de-Seine. Le niveau de vie en Guyane n'est pas le niveau de vie des Hauts-de-Seine. Au final, et vous m'arrêtez si je me trompe, mais vos modèles, à la base, ils ont été conçus pour des territoires stables, entre guillemets, avec un suivi démographique régulier, des infrastructures administratives solides, mais en Guyane, il y a une évolution, et tout le monde le sait, une évolution rapide et souvent non linéaire de la population entre les mouvements migratoires, ce qui se passe en forêt avec l'orpaillage illégal, le fait aussi que on parle de la Guyane de manière générale, mais on sait bien que la dynamique n'est pas la même à Matoury ou à Saint-Laurent ou à Saint-Georges. Là encore, est-ce que vos méthodes, vos modèles sont vraiment adaptés à toutes ces données-là, finalement, Jean-Baptiste Herbé? Alors c'est vrai que la Guyane est très dynamique. Saint-Laurent-du-Maroni est une des deux seules communes de Guyane de plus de 10 000 habitants dont la croissance s'accroît entre 2016 et 2022 par rapport à 2011-2016. Oui. Les autres communes de plus de 10 000 habitants sont en croissance, mais la croissance
s'affaiblit. Donc il y a des dynamiques différentes sur le territoire. Notre recensement ne capte pas par construction les flux migratoires. On calcule, c'est pour ça qu'on calcule un solde migratoire, on parle de recensement, on enlève les naissances et les décès. Ces flux migratoires, on estime qu'ils sont négatifs, il y a plus de personnes qui partent que de personnes qui arrivent. Je pense, moi, que le recensement est un bon outil. Il faut le servir, il faut l'améliorer, et on s'y efforce en ajustant nos méthodes. On essaie même d'utiliser des images satellites pour repérer l'habitat insalubre. On essaie de s'améliorer en continu, mais je pense que le recensement mesure bien la population. Ceci étant dit, les flux, les dynamiques, comme vous disiez, les dynamiques migratoires, les dynamiques qui sont à l'œuvre en Guyane pèsent sur les infrastructures avec des scolarisations d'enfants qui viennent du Suriname. Probablement. Ça, effectivement, ça n'est pas prévu dans les textes, et ça pèse forcément sur les infrastructures scolaires de Saint-Laurent. En tout cas, le sujet, il avance pas. Il y a 2 semaines, les élus de Guyane ont écrit une lettre ouverte au Premier ministre pour, encore une fois, contester vos méthodes de recensement. Moi, la question que je me pose, en fait, c'est est-ce que vous parlez la même langue, finalement, élus et INSEE, parce que, on le disait tout à l'heure, le principal problème, c'est l'argent qui est donné, donc les dotations de fonctionnement à partir de vos chiffres. Est-ce qu'il ne faudrait pas, plutôt que de se concentrer tout le temps sur le recensement, mettre en place des seuils différents, on va dire, parce que une commune de 10 000 habitants dans l'Hexagone n'a pas les mêmes besoins qu'une commune de 10 000 habitants, par exemple, en Guyane. Est-ce que c'est pas aussi et surtout de ce côté-là qu'il faudrait chercher des solutions, Jean-Baptiste Herbé? Oui, je suis assez d'accord avec vous. Je pense qu'il faut pas se tromper de combat. Il ne faut pas casser le thermomètre qui permet de mesurer la population et qui permet de connaître cette population. C'est grâce au recensement qu'on peut calculer des taux de fécondité, qu'on peut calculer des structures d'âge, qu'on peut faire des projections démographiques. C'est effectivement le recensement qui permet de calculer la dotation globale de fonctionnement, mais je pense que le combat, peut-être pour les élus, est effectivement de demander des exemptions, des exceptions, du fait qu'ils sont communes frontières, par exemple, et que du coup, il y a beaucoup de personnes qui viennent de l'extérieur, ou du fait qu'il y a des taux de délinquance qui sont peut-être élevés, et du coup, il y a besoin d'infrastructures pour lutter contre cela. Pareil, la démographie, les naissances très importantes engendrent des besoins en école, des besoins en maternité, en crèche, qui sont certainement beaucoup plus importantes qu'une commune de 50 000 habitants dans l'Hexagone. Parce qu'on ne pourra pas rester comme ça éternellement dans cette espèce d'opposition où d'un côté on dit l'INSEE ment et de l'autre les élus exagèrent en quelque sorte. Qu'est-ce que vous répondez justement là-dessus aux élus qui demandent la création d'une espèce d'INSEE local où il y aurait des échanges, un débat contradictoire entre les agents de cet institut et les collectivités? Alors on a un INSEE local, oui. J'ai sur place 30 agents et une trentaine d'enquêteurs. Oui, non mais vous voyez le sens de leur réclamation. Oui, je vois le sens de leur réclamation. Ce que je répondrais, c'est que l'INSEE consacre quand même pas mal de moyens dans les DOM, nettement plus de moyens humains et financiers pour les DOM par habitant que pour une région de métropole. On a un indice des prix en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, on n'en a pas en Bretagne. On a des comptes économiques qui sont calculés pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane. On n'en a pas dans n'importe quelle région de France. On a un service Sirène qui enregistre les entreprises en Guyane. Donc il y a déjà beaucoup de moyens qui sont consacrés par l'INSEE en Guyane. Ensuite, faire un service autonome, entre guillemets, de l'INSEE en Guyane ne permettrait pas de s'appuyer sur des équipes peut-être plus professionnalisées en termes de ressources humaines. Moi, j'ai une équipe de 8 personnes qui s'occupent de tout ce qui est ressources humaines et gestion des locaux en Guadeloupe et qui vient en soutien de la Guyane. Pareil, en termes d'études, s'il fallait qu'il y ait 2 chargés d'études en Guyane, ils n'auraient pas l'émulation intellectuelle suffisante pour pouvoir développer des nouvelles techniques d'études, pour pouvoir développer de nouvelles études. J'ai, pareil, 10 personnes à la division des études en Guadeloupe
qui s'occupent de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, et où il y a donc une émulation entre eux, et où évidemment ce qu'on fait pour la Guadeloupe ou pour la Martinique, on se dit tiens, est-ce que ça marche ou pas pour la Guyane, et ça permet de faire des économies d'échelle, et ça permet, je pense, de produire plus, d'être plus efficace pour éclairer la décision politique. Dernière petite précision, Jean-Baptiste Herbé, vous êtes en Guyane depuis à peu près une semaine, vous repartez aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu justement des discussions, des rencontres avec les élus? On parlait de Saint-Laurent tout à l'heure, la maire Sophie Char, le président de l'AMG Michel-Ange Jérémy, pardon. Est-ce qu'il y a eu des rencontres justement avec eux pour essayer de faire un petit peu avancer le dossier en quelque sorte? Non, j'ai pas pu avoir de rencontre avec eux. J'ai eu un contact avec le directeur de cabinet de la mairie de Saint-Laurent, qui est un ami d'un de mes amis que j'allais voir à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc j'ai pu avoir un contact téléphonique avec lui, mais je n'ai pas eu d'autres contacts avec des politiques. Jean-Baptiste Herbé, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle donc, directeur interrégional de l'INSEE Antilles-Guyane. Merci beaucoup, très bonne journée.